Bonjour à toutes et à tous. Je remercie en introduction les collègues de l'INRS pour m'avoir invité à cette journée très intéressante sur la contamination des surfaces. Et moi, je vais vous parler des surfaces intérieures dans les lieux de vie. Alors, quelques mots pour démarrer sur l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas cet observatoire. Donc, c'est un programme de recherche sur les expositions aux polluants dans les bâtiments qui a été mis en place en 2001 par le gouvernement, donc par les ministères du logement, de la santé et de l'environnement, ainsi que l'ADEME. Donc, nous sommes un programme exclusivement financé sur fonds publics par ces ministères, par l'ADEME, mais également par deux agences de santé publique, l'ANSES et Santé publique France. Et le CSTB est nommé opérateur technique et opérationnel de cet observatoire. Il s'appuie sur tout un réseau d'acteurs dans toute la France pour mener ces campagnes et je vais vous présenter quelques-uns des résultats de nos campagnes qui concernent la contamination des surfaces. Alors les surfaces, constituent un réservoir pour de nombreux polluants semi-volatiles ou non volatiles. Donc les semi-volatiles sont les polluants qui vont en partie s'évaporer dans l'air, mais surtout notamment se déposer sur les surfaces. Donc, je vous ai mis quelques noms barbares de substances chimiques. Donc, les phtalates que l'on retrouve dans tous les plastifiants, notamment les plastiques souples, les pesticides organochlorés, organophosphorés, qui sont aujourd'hui interdits pour la plupart, mais encore présents dans les lieux de vie, vous allez le voir, remplacés par les pyrétrinoïdes. Les composés bromés ou dans les polybromodiphényléthaires, plus concrètement, ce sont les retardateurs de flamme, donc les substances chimiques qui sont intégrées aux textiles, aux appareils bureautiques pour éviter que s'il y a une surchauffe, une flamme, ça puisse prendre feu. Les composés perfluorés dans les textiles, par exemple, anti-salissure, les polychlorobiphéniles, donc là encore, ce sont des substances aujourd'hui interdites, mais qui sont encore très présentes dans les lieux de vie. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, là c'est un petit peu différent, ce ne sont pas des substances intentionnellement mises dans les objets ou les produits, mais qui sont émises par des phénomènes de combustion. Et puis beaucoup d'autres, les muscs synthétiques, les phénols, alkylphénols et parabènes. Je ne vous liste pas tout ce qu'il est possible de trouver dans les poussières déposées sur les surfaces. Alors pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'en fait, c'est une voie d'exposition non négligeable. Et vous voyez ici sur ce graphique les doses d'exposition pour un enfant de 2 à 3 ans. Alors pourquoi un enfant? Parce qu'on sait que les enfants sont plus susceptibles d'être exposés par les poussières du fait de leur comportement. Ils sont souvent au sol, ils portent les mains à la bouche plus souvent que les adultes. Donc on sait, la littérature montre qu'ils sont beaucoup plus exposés aux substances présentes dans les poussières. Et vous voyez pour certains polluants, donc les phtalates, les polychlorobiphéniles, la proportion des voies d'exposition entre le contact cutané, l'inhalation de l'air ou l'ingestion de poussière qui varie selon les substances. Et pour certaines substances, par exemple un des phtalates assez connu, le DEHP, le diéthylhexylphtalate, c'est l'ingestion de poussière sur les surfaces qui constitue la voie d'exposition prépondérante pour les jeunes enfants. Alors on sait aussi que la contamination des surfaces, la contamination des poussières sur les surfaces est à l'image de ce qu'on retrouve dans l'air intérieur. Et je vous montre sur ce graphique, sur cette diapo, un graphique assez connu qui a été proposé par Wechsler et Nazarov il y a quelques années, qui nous montre tout l'équilibre des substances chimiques dans l'air intérieur, dans l'environnement intérieur. Donc les poussières sont en équilibre avec les polluants en phase gazeuse de l'air, qui eux-mêmes, les phases gazeuses étant elles-mêmes en équilibre avec les particules en suspension. Tout ça constitue un équilibre avec l'ensemble des surfaces et étant influencé par la pollution de l'air extérieur. Donc il y a vraiment toute une spécificité de cette pollution. Et donc on a vu dans nos études, que je vais vous présenter dans quelques instants, que la relation directe entre la contamination des surfaces et la contamination de l'air intérieur. Vous voyez sur ce graphique, donc on a tracé les concentrations dans les poussières versus les concentrations dans l'air et on voit une relation linéaire. Donc il y a 3 types de signaux, de signes, donc de différentes couleurs selon qu'on a mis en relation les percentiles 25, les médianes ou les percentiles 75 des concentrations qu'on a mesurées dans les logements. J'ai oublié de vous dire que ça concernait les logements en France. Donc quand on s'intéresse aux concentrations, quand on mesure les concentrations sur les surfaces, on est capable aussi d'extrapoler ce qu'il y a dans l'air de ces lieux de vie. Alors voilà, j'en viens maintenant à vous illustrer les données que l'on collecte via nos campagnes nationales. Et je commence par les logements et par la pollution chimique. Donc les premières données dont on dispose sont celles de la campagne Plomb Habitat, menée il y a plus de 10 ans désormais. Donc comme son nom l'indique, l'objectif de cette campagne était de qualifier les expositions au plomb des enfants français. Mais on a profité d'aller dans près de 500 logements pour demander aux occupants s'ils voulaient bien nous donner leur sac d'aspirateur. Dans les logements,
ce qui est simple à faire, c'est de collecter le sac d'aspirateur. Il y a toujours plein de poussière à l'intérieur. Donc on a suffisamment de matière pour faire les analyses. Donc on collecte ces sacs. On exclut tous les sacs qui ont pu aspirer le garage, la terrasse, le barbecue, puisqu'ils vont présenter des contaminations qui ne sont pas celles du quotidien. Et puis, précision importante, on tamise les poussières à 100 micromètres, puisqu'on considère que c'est cette taille de poussière qui adhère aux mains et qui contribue ensuite aux expositions des enfants comme des adultes. Et les concentrations qu'on exprime sont en microgrammes de polluants par gramme de poussière. C'est ce qui permet ensuite de calculer des doses. Quand je vous ai montré la contribution des voies d'exposition, selon l'inhalation, le contact cutané ou l'ingestion, on calcule des doses, sachant que chaque jour, les enfants, comme les adultes, ingèrent non intentionnellement quelques milligrammes de poussière déposée sur les surfaces. Alors, quelques mots sur la campagne nationale logement numéro 2 qui vient de démarrer en fin d'année dernière. Donc, là encore, dans 600 logements qu'on a tirés au sort dans toute la France, on collecte le sac d'aspirateur pour en faire les analyses. Alors voilà, je vais vous présenter quelques résultats. Vous voyez sur ce graphique, alors un peu dense, exprimé à l'échelle de plus de 3 millions de logements. Donc parce qu'en fait, vous allez me dire, on n'est pas allé dans 3 millions de logements, mais la technique de tirage au sort de nos logements nous permet d'extrapoler à l'échelle du parc. Ici, c'était le parc des logements accueillant des jeunes enfants en France. C'est-à-dire que chaque logement, on représente quelques milliers dans la population de logements français parce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques. Ce sont soit des maisons ou appartements, en ville ou à la campagne, avec des gens propriétaires ou locataires. Donc, les logements qui partagent les mêmes caractéristiques, on fait l'hypothèse qu'ils présentent la même pollution, ce qui nous permet d'extrapoler nos résultats à l'échelle des parcs. C'est ce qui fait la spécificité de nos travaux. Donc vous voyez que la pollution des surfaces n'est pas homogène, donc tous les polluants sont sur l'axe des abscisses. Donc ce qu'on peut voir en gros, c'est qu'il y a des polluants qui sont retrouvés dans 100% des logements, donc les phtalates, les HAP, les muscs, donc des parfums de synthèse, le bisphénol A, on ne s'attendait pas à le trouver en concentration si importante, et la permétrine, qui est un insecticide, sont présents dans 100% des logements français. Puis il y en a qui sont présents moins souvent, pas dans tous, mais néanmoins dans plus d'un logement sur deux. Donc les retardateurs de flammes bromées, les PCB, je vous disais qu'ils étaient interdits, mais ils sont encore très présents. Le lindane, c'est aussi un insecticide organochloride très toxique et interdit depuis plusieurs années, mais que l'on retrouve systématiquement dans les environnements intérieurs. Heureusement, il y a quelques substances qu'on ne détecte pas, comme des vieux pesticides, d'autres pesticides organochlorés. Alors les concentrations, je vous présente ici sur ce graphique les médianes des concentrations des composés mesurés dans les poussières des logements en France. Là encore, à l'instar du graphique précédent, on voit que c'est pas du tout, c'est très hétérogène. Les concentrations les plus élevées sont celles pour les phtalates, donc toujours présents et en plus en concentration élevée, des médianes qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines de microgrammes par gramme. Ensuite, on retrouve le bisphénol A et la permétrine avec des concentrations également supérieures au microgramme par gramme. Puis les muscs de synthèse, donc on en parle assez peu, mais ce sont des substances chimiques utilisées comme parfum, dans les produits d'entretien par exemple. Ensuite, les HAP en concentration un peu plus faible, et puis les polychlorobiphényles, donc là des médianes plutôt de l'ordre du nanogramme par gramme, donc vraiment beaucoup plus faible. Donc c'est très hétérogène, la pollution n'est pas homogène. Voilà, je passe maintenant aux écoles. Donc, comme pour les logements, on a tiré au sort dans le fichier national des écoles en France du ministère de l'Éducation nationale, on a tiré au sort 300 écoles. Dans chaque école, on a tiré au sort 2 salles de classe et on est allé prélever les poussières au sol. Donc là, dans les écoles, il n'y a pas de sac d'aspirateur domestique. Donc on est obligé de prélever spécifiquement avec un aspirateur, comme vous le voyez sur la photo. Donc on a un patin téflon au bout de l'embout qui capte les poussières. Et puis comme on ne veut pas que les poussières transitent dans le tuyau de l'aspirateur qui est en plastique, donc il pourrait contaminer les poussières avec des phtalates, on capte les poussières avec un embout en cellulose à l'entrée du tuyau d'aspiration. Et donc, je vous présente sur ce graphique les médianes des concentrations mesurées. On a le même profil que dans les logements, mais des concentrations un peu plus élevées, donc ce qui pose aussi question, puisqu'on est dans des lieux qui accueillent des jeunes enfants. Donc, les polluants les plus concentrés, ce sont les phtalates, à nouveau. Ensuite, la permétrine, donc un insecticide. A priori, il n'y a pas de source dans les écoles, il n'y a pas de plantes vertes qu'on traite, ou on ne traite pas souvent. Néanmoins, on a des concentrations élevées. Ensuite, on retrouve les muscs de synthèse, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les PCB. Donc vraiment le même gradient de pollution, mais un peu décalé vers des concentrations plus élevées.
ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est des études où on a cherché spécifiquement des substances parce qu'on savait qu'elles étaient toxiques pour la santé humaine. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il se développe de nouvelles techniques analytiques qu'on appelle des techniques non ciblées qui permettent d'identifier toutes les substances chimiques qui sont présentes dans un prélèvement. Donc c'est vraiment des techniques tout à fait nouvelles et en cours de développement et elles ont été mises en œuvre récemment dans le cadre du réseau européen Norman sur des échantillons de poussière prélevée sur des surfaces dans des logements. Et je vous ai mis la référence de la publication, et plus de 2000 substances ont été identifiées dans ces prélèvements de poussière. Donc on a encore un travail très important, il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir sur la contamination des surfaces dans les environnements intérieurs. Alors j'ai parlé beaucoup de chimie organique, là passons quelques instants sur l'inorganique et notamment sur le plomb. Donc quand on mesure le plomb dans les lieux, alors c'est une substance aujourd'hui interdite, enfin, il n'y a plus de plomb dans les peintures depuis 1949. Néanmoins, on retrouve encore beaucoup de plomb dans les lieux de vie. Et là, donc, la technique qu'on utilise de prélèvement est encore différente, puisque les études ont montré qu'il y avait des corrélations entre le plomb dans le sang des enfants et le plomb prélevé sur des lingettes. Donc dans les études que l'on mène, on prélève avec une lingette. On essuie le sol, comme vous le voyez sur la photo et les dessins à côté. Et donc on en profite aussi pour mesurer d'autres métaux. Donc là, je vous présente les distributions des concentrations dans les logements à l'occasion de l'étude plomb habitat que je vous ai présentée à l'instant. Donc le plomb fait partie des métaux avec les concentrations les plus élevées, avec le cuivre et le strontium. Et donc je n'ai pas mis les résultats dans les écoles, mais on observe également la même chose. Donc le plomb fait encore partie des polluants très présents dans les écoles en France. Et puis pour terminer mon exposé, je vous parlerai de la contamination biologique en vous donnant deux exemples. La mesure des moisissures dans les logements en France et puis la mesure du microbiote ou la flore bactérienne dans les crèches dans le cadre d'une cohorte, la cohorte Crespi. Alors sur les moisissures, donc là c'est des résultats qui vont peut-être une présentation qui va peut-être vous frustrer puisque les prélèvements viennent de démarrer, je n'ai pas de résultats à vous présenter. Donc c'est dans le cadre de la nouvelle campagne nationale de mesure de la qualité de l'air dans les logements qui vient de démarrer en novembre 2020, qui doit se terminer en décembre 2022. On collecte les poussières qui sédimentent sur une lingette électrostatique. Donc vous voyez une nouvelle, encore, vous allez me dire, une nouvelle méthode de mesure de la contamination des surfaces. Donc on collecte, cette lingette est laissée pendant un mois dans la chambre principale, ensuite analysée à l'Institut Pasteur de Lille, et on identifie les colonies de moisissures qui sont présentes, donc le nombre de colonies et les noms de ces colonies, ce qui permet ensuite de classer les logements selon les logements avec des contaminations fongiques faibles, comme vous le voyez à gauche, il y a 7 colonies, ou des logements avec des contaminations fongiques plus élevées. Donc en parallèle, on documente la santé des occupants, donc ce qui permettra de voir s'il y a un lien entre la santé respiratoire, allergique et la présence de moisissures dans les logements. C'est vraiment la première fois qu'à l'échelle du territoire, on va pouvoir documenter la présence, spécifiquement les familles de moisissures dans les logements, puisque dans notre première campagne en 2003-2005, on avait eu un indicateur qui était binaire, soit on avait un développement de moisissures présent, soit on n'avait pas de moisissures. Donc là, on va plus loin dans la connaissance. Et donc la dernière étude que je vous présente aujourd'hui, c'est dans le cadre de la cohorte Crespi. Donc c'est une cohorte de 1500 enfants qui est pilotée par l'INSERM, à laquelle le CSTB contribue. Donc l'objectif initial de cette cohorte, c'est d'étudier les liens entre la santé respiratoire des enfants accueillis en crèche et des personnels de crèche et l'utilisation de produits de nettoyage. Il y a un nettoyage très intense dans les crèches, y compris pendant la présence des enfants, et ces produits émettent des substances chimiques. Mais on s'est dit que ce serait intéressant également de documenter le microbiote, donc la flore bactérienne, puisqu'aujourd'hui, il y a une hypothèse qui dit que quand on est exposé très jeune à une diversité de bactéries, ça nous protège de l'apparition d'effets sur la santé, d'allergies plus tard dans la vie. Donc on documente cette flore bactérienne dans cette cohorte. Alors pendant la phase pilote, on a testé deux techniques, en fait, donc un prélèvement dédié avec un dispositif dit MiTest, déjà utilisé par d'autres équipes de recherche, que vous voyez donc à gauche. Donc il prélève très peu de poussière, mais finalement c'est le prélèvement qu'on a retenu parce qu'il permet de faire les analyses dédiées. Et on a testé aussi des prélèvements passifs, donc la même lingette que celle qui est déposée dans les logements. Donc une lingette déposée pendant un mois qui capte les poussières, les particules qui se déposent sur les surfaces. Sauf que dans les crèches, on s'est aperçu que cette lingette, elle disparaissait au bout d'une semaine ou 2 semaines, elle ne reste jamais un mois. Donc on a perdu toutes nos lingettes dans la phase pilote. Donc on a retenu le prélèvement actif.
Et donc là, aujourd'hui, on a 64 crèches instrumentées sur 100 qui sont ciblées. Et puis, je vous donne un petit aperçu des résultats à venir avec la flore bactérienne dans les 18 premières crèches. Donc, vous voyez, je ne rentrerai pas dans le détail des familles de bactéries qui sont mesurées. On voit qu'il y a des grandes tendances, c'est un peu toujours les mêmes familles. Mais néanmoins, il y a de la variabilité. Et ça, c'est intéressant. On va vraiment pouvoir voir les relations entre ces contaminations bactériennes des surfaces et l'influence sur la santé respiratoire des jeunes enfants. Voilà, donc en conclusion, les poussières sur les surfaces des lieux de vie sont un média d'exposition à ne pas négliger, en particulier pour les populations les plus sensibles que sont les jeunes enfants. Comme on l'a vu ce matin pour les milieux professionnels, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur les méthodes de prélèvement. Vous voyez là, soit on récupère le sac d'aspirateur, soit on prélève spécifiquement avec un aspirateur, soit on utilise des lingettes, donc qui essuie ou qui collecte de façon passive. C'est vraiment très, très varié. Donc il y a sans doute un besoin d'harmonisation, sachant qu'on peut harmoniser, mais il y a quand même des contraintes propres à chaque lieu qui font que peut-être on ne peut pas généraliser, homogénéiser autant qu'on le souhaiterait. Et puis à la fin de cet exposé, vous posez sans doute la question de quels sont les repères sanitaires finalement. Est-ce que les concentrations qu'on mesure, notamment celles en phtalate, que je vous ai dit être très élevées, est-ce qu'elles peuvent provoquer un risque sur la santé? Mais là, c'est Marion Kersbuck tout à l'heure qui nous donnera des éclairages sur cet aspect-là. Je vous remercie de votre attention. Corinne Mandin, c'est vous qui êtes remerciée par l'ensemble des internautes qui nous suivent et par moi-même. Soyez sincèrement remerciés pour ce que je qualifiais tout à l'heure de panorama complet. Il est très complet. Pour ma part, je relève évidemment cette question de l'harmonisation des méthodes. C'est clair, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le sujet central. On est un petit peu juste en timing, mais je vous livre quand même quelques questions, parce qu'il y en a pas mal qui concernent votre intervention. Alors, dans le désordre, on a parlé d'école, je ne sais pas s'il y a un lien, mais la permétrine est utilisée dans les lotions anti-poux. C'est exact? Oui, je parlais du lindane qui avait été interdit. Donc le lindane, c'est un insecticide qui a été utilisé dans les champs, mais aussi dans les antipoux. Il est neurotoxique, donc il a été remplacé par des pyrétrinoïdes, parmi lesquels la permétrine. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on en trouve beaucoup dans les écoles. Alors, il y avait une autre question assez différente qui concerne la contamination en différents métaux. Est-ce qu'elle a été recoupée avec les taux environnementaux des régions ? Non, c'est un travail qu'on est en train de faire, en fait, de récupérer les données de contamination, les données de sols pollués, par exemple. Il y a des bases de données du ministère de l'écologie, et de les croiser avec nos données pour essayer de voir s'il y a un lien avec les contaminations. On l'a néanmoins fait pour le plomb, où on voyait que, à l'échelle du parc, c'était plutôt dans les logements collectifs, quand il y avait des parties communes qui étaient avec des vieilles peintures, les parties communes étant moins bien entretenues que les logements. C'était cette présence de plomb dans les parties communes qui contaminait les logements, pour les logements qui n'avaient pas de peinture au plomb. Alors, une question qui me vient depuis ce matin, mais on va finir par la poser puisqu'elle arrive des internautes, puisque je me fais le lien entre vous et les internautes. Comment expliquer que des substances interdites depuis de nombreuses années soient encore présentes? Vous avez parlé de phtalate, par exemple. Elles sont présentes dans les matériaux, en fait. Les PCB ont été utilisés intensément dans les années 70 dans des joints d'étanchéité, de carrelage et de fenêtres. Donc, en fait, elles sont encore présentes dans les bâtiments. On a parlé d'amiante juste avant. L'amiante est interdit et on en trouve encore beaucoup. De la même façon, les PCB, on en trouve encore. Et le lindane, toujours lui, a été utilisé pour traiter des charpentes. Donc, en fait, on en trouve encore dans des logements, des maisons qui ont des charpentes qui ont pu être traitées dans les années 70. Les sources sont encore là, en fait. Bien sûr. Merci infiniment pour votre participation, la précision de votre intervention et vos réponses. Le public aura apprécié. Corinne Mandin, merci infiniment. Merci beaucoup.